Chers amis, ravi de vous retrouver pour parler cette fois-ci d'un sujet que, en général, j'évite dans mes conférences, je l'évite soigneusement, parce qu'il tourne très très vite au casse-tête, c'est la mécanique quantique. Et puis, comme j'ai tout de même abordé le sujet dans mon dernier livre, L'univers millefeuille, que je résume dans ces conférences, je me suis dit, je vais tout de même en parler. Mais je vais faire un effort pour que ça soit compréhensible, ou bien, vous verrez, vous comprendrez mieux ce que je dis à la fin, peut-être à défaut d'avoir vraiment compris, vous aurez compris pourquoi vous ne comprenez pas. Eh bien, nous allons pénétrer un monde nouveau, le monde de l'infiniment petit, le monde des particules en fait, et nous allons découvrir là quelque chose de très différent de ce à quoi nous sommes habitués, et ça a été la grande surprise lorsque la mécanique quantique est apparue il y a un siècle. C'est donc un monde que nous allons découvrir et qui est très particulier, très différent d'une autre. C'est pour ça que je l'appellerai le monde des merveilles, d'Alice au pays des merveilles. C'est le monde des merveilles ou le monde des horreurs selon la façon dont vous percevez les choses. Le titre de cette conférence, c'est Comment passe-t-on du monde quantique au monde usuel? Alors je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le pays des merveilles, et puis ensuite, à la fin de la conférence, je vous expliquerai comment on passe de l'un à l'autre. Et vous verrez qu'il y a vraiment deux mondes différents avec une espèce de porte qui permet de passer de l'un à l'autre, mais deux mondes qui sont quand même très, très cloisonnés. Nous allons faire un petit rappel historique d'abord, puis je vais parler des caractéristiques de ce monde des particules. Je vais en citer 5, il n'y a pas tout dans les 5, mais ce sont les principales qui vont me permettre d'illustrer à quel point ce monde est différent. Et pourtant, quand je dis que c'est un autre monde, il faut tout de même se rappeler que c'est le monde sous-jacent au nôtre. C'est-à-dire que quand on descend dans les petites dimensions, on trouve cela. Mais c'est la base de notre monde. Voilà, c'est assez mystérieux, voyez-vous. Je parlerai d'un paradoxe qui s'appelle le paradoxe du chat de Schrödinger, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de livres entiers qui ont été faits sur le sujet. Je vous expliquerai que finalement, c'était un pétard mouillé. Et enfin, j'arriverai à ce qui correspond au titre de ma conférence, c'est comment on passe d'un monde à l'autre. Et c'est très important, ça s'appelle la décohérence, et vous comprendrez certainement comment ces deux mondes s'articulent. D'abord, un rappel historique. Vous avez ici trois visages qui sont parmi les tout premiers pionniers. La notion de quanta a été créée par le premier, Max Planck, qui cherchait à étudier un phénomène très connu des physiciens qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Pour vous dire ce que c'est, quand vous ouvrez un four, vous sentez la chaleur sur votre visage. Eh bien, si vous mesurez cette chaleur, vous allez voir qu'elle est composée de tout un ensemble de fréquences qui vont des plus petites aux plus fortes et qui sont réparties avec une courbe en cloche, un peu comme la courbe de Gauss. Voilà, bon, ça c'est le rayonnement du corps noir. Et cette courbe, on n'arrivait pas à en trouver la formule mathématique. Celui qui l'a trouvé, c'est Max Planck, en Allemagne. Et pour ce faire, il a employé ce qui, à ses yeux, tenait plus de l'astuce de calcul que d'autre chose. Il a émis l'hypothèse que l'énergie qui était émise par le four, par exemple, était faite de grains, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un flux d'énergie continu, il y avait des grains. Si vous regardez une rivière, par exemple, elle est continue, vous voyez de l'eau en continu, mais si vous prenez un microscope, vous verrez que ce n'est pas continu, ce sont des molécules qui descendent le lit de la rivière. Eh bien là, c'est pareil, lui dit l'énergie est faite de grains, et ces grains, on les a appelés les quantas, et c'est là l'origine de la mécanique quantique. Max Planck n'avait pas vraiment vu une vérité fondamentale sous cette, entre guillemets, astuce de calcul. Il avait réussi un exploit tout de même, c'était de trouver la formule mathématique du rayonnement du corps noir qu'on cherchait depuis fort longtemps, mais il n'avait pas saisi une vérité derrière cela. C'est Einstein qui va le faire.
Si on me demandait quelle était la plus grande qualité d'Einstein, je dirais en premier, très nettement, c'est son intuition physique, son intuition du monde. Il sentait les choses, il pressentait comment on pouvait décrire la réalité. Eh bien, c'est lui le premier qui a dit que c'était vrai que la chaleur était faite de grains. En d'autres termes, lorsque vous ouvrez la porte du four, la chaleur que vous recevez, ce sont des photons, c'est de la même nature que la lumière, ce sont des grains. Voilà. Einstein va plus loin, et dans ce sens, on peut dire qu'il est vraiment un des fondateurs de la mécanique quantique. Il dit ces grains, qu'on appelle maintenant des photons, ces grains sont à la fois des corpuscules, des grains matériels, et des ondes. Et là, il apporte une pierre importante dans un débat qui existait depuis le XVIIe siècle, qui était le suivant: la lumière est-elle granulaire ou corpusculaire, ou bien est-elle ondulatoire? On va revenir là-dessus, et Einstein dit: les deux, mon capitaine, la lumière est les deux à la fois. Et vous voyez là, la première bizarrerie du pays des merveilles, c'est que un grain de lumière, une particule, parce qu'après on s'est aperçu que c'était vrai de toutes les particules, une particule est à la fois une onde et un grain matériel. Et ça, nous allons en parler, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et le troisième, qui est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est Niels Bohr. Pourquoi? Niels Bohr est un des pionniers, et à cette époque, j'aurais pu le dire avant, pourquoi on s'intéressait à tout cela? C'est parce qu'on n'arrivait pas à donner un modèle crédible de la structure de l'atome. Alors je m'explique. On commençait à découvrir au début du siècle, du XXe siècle, on commençait à découvrir que la matière était faite d'atomes, des grains, que ces atomes étaient faits d'un noyau petit qui était positif, et qu'autour gravitaient des électrons. Et c'est là que les difficultés commençaient, comment ces électrons gravitent autour. Et évidemment, la première idée qu'on avait eue, c'était d'utiliser la mécanique classique et d'assimiler, si vous voulez, l'atome à une espèce de système planétaire avec Jupiter, Saturne qui tournent autour du Soleil. Seulement, ça ne marchait pas. Déjà pour une raison très simple, c'est que l'électron est négatif. Au centre de l'atome, le noyau est positif. Des charges négatives, des charges positives s'attirent. Donc comment ces électrons pouvaient graviter tranquillement de façon stable et ne pas venir s'écraser sur le noyau? Alors vous voyez le genre de questions qu'on se posait, et on n'avait pas la réponse. Et donc Niels Bohr est un des premiers à avoir utilisé l'idée de quanta pour faire un modèle de l'atome. Seulement, son modèle n'a pas vraiment réussi, il a fait long feu, et il expliquait certaines caractéristiques des atomes, mais peu, et en fait, on a tourné la page assez vite, donc son atome ne sera pas resté dans la postérité. Par contre, lui, Niels Bohr, est resté. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il a été un peu le patriarche de la mécanique quantique. Après quelques années, ça n'était plus lui qui découvrait les choses, c'était des plus jeunes, mais il les a toujours pris sous son aile et il les a défendus. Et défendus, me direz-vous, pourquoi les défendre s'ils étaient géniaux et trouvaient la mécanique quantique? Si, il fallait les défendre parce que la théorie était très critiquée, et celui qui portait le fanion du côté des critiques, c'était Einstein. Et résister à Einstein, ça n'est pas évident du tout. Eh bien, Niels Bohr, je l'admire parce qu'il a résisté à Einstein toute sa vie. Einstein est mort en 1955 et pendant toute sa vie, il a refusé la mécanique quantique. Il a considéré que c'était une théorie inachevée. Et celui qui, en face de lui, portait le fanion du groupe des mécaniciens quantiques, c'était Niels Bohr. Niels Bohr avait d'ailleurs un avantage sur Einstein, c'est que quand il était petit, son père, qui avait une belle propriété familiale au Danemark, invitait de temps en temps les plus grands philosophes de l'époque pour discuter de thèmes qui étaient, vous vous en doutez, très corsés et difficiles. Et le jeune Niels Bohr, lui, déjà à 12 ans, était invité pour écouter ces conversations.
Et donc il avait probablement sur Einstein une pointure de plus, au moins dans la philosophie. Or, la philosophie elle est très très importante si on veut comprendre le pays des merveilles, parce que on tombe sur des choses incompréhensibles, et là il faut vraiment une réflexion très approfondie. Niels Bohr avait ce côté-là. C'est donc le père spirituel de la mécanique quantique. Qui a réellement écrit la théorie de la mécanique quantique? Ils sont deux, et ça se passait dans les années 1925 et 26. Alors le premier, j'avoue que j'ai aussi beaucoup d'admiration pour lui parce que il avait 24 ans. Il avait 24 ans lorsqu'il a trouvé la théorie qui est toujours en vigueur un siècle après. C'est extraordinaire. Et donc cet homme a commencé à essayer de comprendre l'atome, et il a découvert dans l'atome qu'il y avait des résonances. C'était d'ailleurs la base de la théorie de Niels Bohr. Il y avait des résonances, donc il y avait des valeurs qu'on retrouvait, et lui avait eu l'idée de faire des tableaux avec ces valeurs, et il avait trituré, manipulé ces tableaux au point qu'il avait créé une nouvelle mathématique pour additionner deux tableaux, multiplier deux tableaux, soustraire deux tableaux, etc. Et il jonglait donc avec ces tableaux, et il a ainsi trouvé un modèle qui fonctionne pour l'atome. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il avait inventé une mathématique, mais curieusement cette mathématique, elle existait déjà, ça s'appelle le calcul matriciel. Et lorsqu'il a sorti sa théorie, les premiers mathématiciens qui s'y sont intéressés ont dit « mais ce qu'il a inventé, c'est le calcul matriciel ». Il avait tout simplement inventé un chapitre des mathématiques qui existait déjà. Et tout ça à 24 ans. L'année d'après, un autre grand esprit, Edwin Schrödinger, autrichien celui-là, le premier était allemand, parvient aux mêmes prédictions, c'est-à-dire qu'il offre une vision de l'atome qui donne les mêmes résultats, qui permet de comprendre comment il est fait et de faire des prédictions, mais par une méthode très différente, puisque lui part d'une méthode ondulatoire, c'est-à-dire fondée sur des ondes. C'est quelque chose de très abstrait. Il associe à une particule une onde. Alors vous me direz, une onde de quoi? Sur l'eau, il y a des ondes, les vagues. Dans l'espace, il y a des ondes qui sont des ondes électromagnétiques. Bon. Quelle est cette onde qu'il associe aux particules? Eh bien, je vais encore vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est une onde qui n'a rien de matériel. Elle est complètement une sorte d'artifice de calcul. Elle représente quelque chose de totalement abstrait. Si vous me disiez dans quel espace elle se trouve, elle se trouve dans un espace mathématique qui s'appelle un espace de Hilbert. Et si on n'a pas fait des mathématiques très poussées, on ne sait pas dans quoi se déplace cette onde. En tout cas, elle n'a rien de matériel, si vous voulez, mais elle décrit très bien la particule. Donc la fonction d'onde, c'est ce qui décrit le comportement d'une particule, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui tous les jours quand on fait de la mécanique quantique. Donc il a trouvé vraiment le formalisme ad hoc qui est un siècle après toujours utilisé. Un aspect important de cette fonction d'onde, c'est qu'elle ne prédit pas une valeur précise pour la position d'une particule ou son énergie, elle prévoit différentes valeurs avec des probabilités. Donc nous allons revenir sur ce thème-là. En mécanique quantique, on jongle avec des probabilités et non des certitudes. C'est une grande différence. Dernier point, nous avions là deux théories, celle de 1925 et celle de l'année après, fondées sur des mathématiques différentes. Eh bien, Schrödinger, qui était un mathématicien de haut niveau, démontre assez rapidement que les deux formalismes inventés par ces deux hommes étaient mathématiquement équivalents. Donc, ils avaient découvert tous les deux la même chose. C'est comme si ils avaient tous les deux gravi l'Annapurna, l'un par la face est et l'autre par la face ouest. Et en 1926, ils se sont retrouvés tous les deux au sommet. Ils avaient monté la même montagne. Donc les deux formalismes sont équivalents, même s'ils s'écrivent différemment. Maintenant, je vais pénétrer ce fameux pays des merveilles
et lister donc 5 caractéristiques étonnantes de ce monde des particules. La première, je l'ai déjà citée, c'est la dualité onde-corpuscule. Depuis le XVIIe siècle, il y avait donc, je vous l'ai dit, 2 théories à propos de la lumière. Il y avait la théorie plutôt de Newton qui était que la lumière était faite de corpuscules, de grains. Il avait une vision de mécanicien, voyez-vous. Et la théorie qui était celle de Huygens et Fresnel, qui est que la lumière était une onde. Eux étaient des opticiens, et c'était un peu différent. Et en fait, les deux avaient raison. C'est Einstein, donc, qui, le premier, énonce que la lumière, c'est les deux à la fois. Un photon, si vous voulez, c'est un grain, mais en même temps, il est onde. Et donc là, vous voyez, ça c'était déjà 10 ans ou 20 ans avant Heisenberg et Schrödinger, mais déjà pas mal d'années avant, on voyait déjà apparaître cette notion d'un corpuscule et d'une onde. Donc de là à dire que le corpuscule est guidé par une onde, ce qui était l'idée de Schrödinger, vous voyez, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc Einstein avait mis les scientifiques sur la bonne voie. Alors pourquoi c'est si différent ? Une métaphore permet de le comprendre. Pourquoi corpusculaire ou ondulatoire sont deux choses finalement très différentes ? Alors cette métaphore est très simple. Je suis dans la rue en train de courir à toute allure parce que je suis poursuivi par un brigand qui essaye de me tirer dessus. Et au moment où il appuie sur la gâchette, coup de chance pour moi, il y avait une rue perpendiculaire et je pars sur le côté dans la rue perpendiculaire et je me cache derrière le coin de la maison. La balle va en ligne droite, suit une trajectoire et heureusement elle ne me frappe pas. Par contre, bien que caché derrière le mur, j'entends la détonation et je ne suis pas le seul. Tous les voisins, tous les témoins ou les gens qui étaient à leur fenêtre entendent la détonation parce que la détonation est ondulatoire, c'est une onde acoustique, et qu'une onde a la propriété de se répandre dans l'espace entier. Eh bien voilà la première caractéristique bizarre de la mécanique quantique, c'est qu'un photon de lumière, et c'est vrai de n'importe quelle autre particule, présente à la fois le caractère d'un corpuscule, mais ça bon on s'en doutait, quand on parle de particules on pense corpuscule, mais aussi d'onde, alors qu'un corpuscule c'est quasiment sans dimension, c'est tout petit, et ça occupe une partie de l'espace qu'on ne peut même pas mesurer, qui est ponctuelle, alors que l'onde, c'est l'inverse, elle occupe tout l'espace. Alors est-ce qu'une particule occupe un point de l'espace, ou est-ce qu'elle occupe tout l'espace ? C'est tout ou rien, et c'est les deux à la fois. Ce qui est clair en mécanique quantique, c'est que la lumière présente ces deux caractéristiques, une particule en général. Mais elle va vous montrer une ou l'autre selon l'expérience que vous faites. Imaginez par exemple qu'on envoie de la lumière. Si vous interposez un écran, c'est pour détecter un choc d'une particule. Donc c'est l'aspect corpusculaire que vous cherchez dans votre expérience. Votre instrument de mesure, il est conçu pour détecter une particule matérielle, un corpuscule. Eh bien, effectivement, la nature vous répondra par un corpuscule, c'est-à-dire que sur l'écran, vous verrez, tac, un impact, et là, vous saurez que la particule était là. Donc la nature a répondu à votre question. Mais la même lumière, dans le même laboratoire, si au lieu de l'envoyer sur un écran, vous l'envoyez dans un dispositif optique, elle va se présenter comme une onde. C'est pour ça que Huygens ou Fresnel et Newton avaient raison. La lumière, ce sont les deux choses à la fois, et tout dépend de ce que vous demandez à la nature. La nature répond à vos questions dans le langage qui est le vôtre. Alors vous voulez un corpuscule, elle vous donne un corpuscule. Vous voulez une onde, elle vous donne une onde. Mais elle est les deux à la fois. Et ça, croyez-moi, c'est prouvé, ça fait un siècle. Voilà donc la première caractéristique bizarre. La deuxième, c'est la plus importante. Ça s'appelle la superposition. Là, c'est vraiment là que apparaît le caractère extrêmement étrange de la mécanique quantique. L'idée est la suivante. En mécanique classique, dans tout ce que vous avez pu vous-même apprendre au lycée ou dans les études,
Une particule, si vous vous intéressez par exemple à sa position, elle a à un moment donné une position. Elle est à cet endroit, elle n'est pas ailleurs. Point. De même, elle a une vitesse. Elle a une énergie. Eh bien, ce n'est pas vrai au pays des merveilles. On va reprendre la position parce que c'est ce qui est le plus simple. Elle a plusieurs positions. On va appeler ça un catalogue de positions. Et elle est à la fois dans ces différentes positions. Pour dire cela de façon simple, voici mon stylo. Mon stylo va supposer qu'il est quantique. Eh bien, où se trouve mon stylo? Ah, je l'avais posé à côté de l'ordinateur. Voilà la réponse dans le monde classique. Où est mon stylo si on est dans le monde d'Alice au pays des merveilles? Il est peut-être sur le bord de mon ordinateur avec une probabilité de 30%, ou peut-être dans ma poche avec une probabilité de 25%, ou peut-être posé sur la table, ou peut-être même avec une probabilité de 1% sur la Lune. Voilà ce que répond la physique quantique si vous lui demandez où se trouve une particule. La particule, elle a plusieurs positions, elle a un catalogue de positions. Et c'est tout ce que la mécanique quantique peut vous répondre. Elle ne vous donnera jamais une position précise, elle vous donnera toujours un catalogue de possibilités. Et ce qui est important, c'est qu'elle mesure très précisément la probabilité de chacun. C'est très difficile à comprendre parce que la meilleure analogie qu'on puisse formuler est fausse. La meilleure analogie, c'est de dire s'il y a plusieurs niveaux, c'est ce qu'on appelle la superposition, il y a plusieurs états possibles, superposés. La première métaphore qui vient à l'esprit, c'est ce sont des potentialités. C'est-à-dire que la particule peut être là ou là, et on ne sait pas, et si on mesure où elle est, on trouvera bien où elle est, mais en attendant, on ne sait pas, elle peut être là, j'ai peut-être oublié mon stylo dans la pièce à côté, ce sont des potentialités. Eh bien, c'est même pas ça, parce que maintenant on le sait, avec tout ce que l'on a comme recul, la particule est bien dans tous ces états, elle est dans ces états, c'est ce qui la représente intrinsèquement. Elle n'est pas dans un état précis, elle est dans un catalogue d'états. Et si on travaille en mécanique quantique, il faut travailler non pas avec une position, mais avec un catalogue de positions. Ce catalogue, il se calcule avec ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui permet de déterminer toutes ces valeurs. Voilà. Alors ça c'est tant qu'on n'a pas touché à la particule. Mais si on se dit, bon, maintenant je voudrais savoir parmi ce catalogue où elle se trouve. Alors je vais interposer un écran et je vais voir où la particule frappe l'écran. Si vous faites cela, ça s'appelle une mesure. Eh bien, la nature va vous répondre. Il va se passer un impact et vous allez avoir la réponse à votre question. Mais cette réponse va effondrer les propriétés quantiques de la particule. C'est-à-dire que cette particule, elle avait des propriétés quantiques, elle avait un catalogue de valeurs, elle pouvait garder ce catalogue de valeurs aussi longtemps qu'il fallait, mais si vous intervenez, et je dis vous parce qu'il y a un observateur dans ce cas qui intervient, et vous interposez un objet de mesure, là, elle va vous donner un résultat, la nature. Mais en même temps, elle effondre complètement les propriétés quantiques. Autrement dit, on est gêné par ce qui se passe dans le monde d'Alice au pays des merveilles, alors on veut avoir une mesure. On ne veut pas avoir un catalogue de mesures, on veut avoir une mesure. Mais si on fait ça, le prix à payer, c'est qu'on sort du monde quantique et on entre dans notre monde où là, on trouvera une valeur. Alors ça, c'est un thème que je reprendrai à la fin. La mesure fait sortir le système du monde microscopique et le fait entrer dans notre monde. Et c'est peut-être la chose la plus bizarre de la mécanique quantique. Alors vous me direz, comment on peut faire de la physique avec ça? Si je me demande quelle est l'énergie de cette particule et la mécanique quantique me répond, ah ben ça peut prendre plusieurs valeurs avec certaines probabilités, comment faire de la physique avec ça? Eh bien oui, on fait de la physique avec ça. Pourquoi? D'abord parce que
Quand on fait de la physique, en général, on n'est pas sur une particule, on est sur des quantités de particules très grandes, et donc les statistiques sont importantes. On peut raisonner statistiquement. Et je vous en donne ici un exemple qui est la chimie. Dans une molécule, les particules sont liées, mais elles ont des orbites, si vous voulez, on dit plutôt des orbitales d'ailleurs. Elles sont prisonnières de la molécule, mais où sont ces électrons? Eh bien, on les trouve dans des zones de probabilité plus élevées. Alors pour illustrer cela, j'ai pris un exemple très concret et qui vous montre comment travaillent les chimistes. J'ai pris cette molécule qui est l'éthylène. L'éthylène, ce sont 2 carbones qui sont liés à 4 hydrogènes. Voilà, C2H4. La mécanique quantique ne nous permet aucunement de savoir où se trouve chacun des électrons. Il nous donne des états possibles et des probabilités. Ce qui fait que nous ne pouvons pas connaître la place des électrons, mais nous savons que statistiquement, ils se répartissent dans des zones beaucoup plus probables. Vous avez ici ces zones qui sont représentées comme des lobes. Vous voyez, le carbone est là entre les 2 lobes rouges, l'autre carbone est là, et vous avez là une zone de forte densité dans laquelle on a beaucoup de chances de trouver un électron. Ce n'est pas tout, il y a d'autres lobes en bleu qui assurent d'ailleurs des liaisons. Vous voyez, là c'est ce qui permet de lier les 2 atomes de carbone. On a d'autres lobes et puis vous en avez d'autres mauves qui représentent une probabilité de présence autour des hydrogènes. Donc pour résumer, on ne sait pas où sont les électrons, mais on sait qu'ils ont toutes les chances, on peut d'ailleurs le calculer très précisément, on sait très bien qu'ils se trouvent dans ces lobes. Alors ça n'empêche qu'un électron puisse se promener en dehors, mais avec de très faibles probabilités. La plupart du temps, il se trouve piégé dans ces orbitales. Eh bien ça suffit pour faire de la chimie. Ah oui, parce que la question que se pose un chimiste, c'est: puis-je combiner cette molécule d'éthylène avec une molécule d'ammoniac? Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, il peut prendre ce diagramme où vous avez tous les lobes dans lesquels se trouvent les électrons, il fait la même chose avec la molécule d'ammoniac, et il réfléchit ensuite à la façon dont tout ça peut se rapprocher. Et s'il veut aller dans des calculs précis, il peut le faire totalement. Les lobes que je vous présente là ont été calculés très précisément avec l'équation de Schrödinger. Donc, vous voyez que dans cet exemple de la chimie, même si on ne peut pas dire exactement où se trouve un électron, en fait, on a tout pour travailler. Donc, Dieu merci, dans les secteurs qui utilisent beaucoup la mécanique quantique, la chimie, l'électronique, eh bien, on sait de quoi on parle parce qu'on s'appuie sur les statistiques de l'équation de Schrödinger et ça suffit. Donc, sur le plan pratique, la théorie est très utile et on ne parle pas vraiment de position des électrons, mais pour bien refléter la réalité dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, on parle de nuages atomiques. Donc, dans une molécule, vous avez un nuage atomique qui se trouve dans ces zones colorées et dont on connaît très bien la forme et qu'on peut calculer. Voilà, donc c'est la caractéristique la plus importante que nous allons reprendre par la suite, c'est donc le fait que, au Pays des Merveilles, une particule n'a pas un état, une énergie par exemple ou une position, elle a différents états. Et croyez-moi, elle est à la fois dans ces états. Ce ne sont pas de simples potentialités, elle est dans ces états. Et elle est dans ces états jusqu'à ce qu'on la mesure. Parce que si on la mesure, tout ça s'effondre. Et on n'est plus dans le Pays des Merveilles, on est dans notre monde, et là on a une valeur. Alors ça soulève un problème qu'on appelle le problème de la mesure. Je viens de vous le décrire finalement simplement, je viens de vous dire que parmi les valeurs superposées qui sont celles d'une particule, si on fait une mesure, c'est-à-dire qu'on veut, dans notre monde macroscopique, dans notre monde, on veut avoir une valeur, on l'aura. Mais le prix à payer, c'est que le système qui était quantique perd d'un seul coup toutes ses capacités quantiques. Il passe du monde d'Alice au nôtre et il n'y a plus de mécanique quantique. Alors après, on peut recommencer une autre mesure.
parce qu'après, il se reconstitue quelque chose de quantique, mais en tout cas, au moment de la mesure, il perd ses qualités quantiques. Et on obtient une valeur dans le catalogue des valeurs superposées. Alors ça pose des problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui et qui continuent à faire l'objet de multiples études, de multiples écrits. Les problèmes dont je vous parle là sont absolument fondamentaux. Alors, les questions que ça pose. Eh bien, d'abord, la mesure, c'est une espèce de tirage au loto. Imaginez que on vous propose dans une loterie 3 cadeaux et puis on fait tourner la loterie et on vous dit voilà, vous avez gagné un voyage aux Seychelles. Bravo. Eh bien, là, c'est pareil, il y a un catalogue de valeurs, et si vous faites la mesure, le système va vous donner une mesure parmi les valeurs du catalogue, il va en choisir une, voilà. Il y a eu un choix. Mais comment s'est fait ce choix? Pourquoi cette valeur plutôt que les autres? Par exemple, si je vous disais le stylo peut être sur l'ordinateur, sur la table ou sur la Lune, pourquoi la mesure sort avec sur la table? Elle aurait pu très bien sortir avec sur l'ordinateur ou sur la Lune. Pourquoi elle a choisi sur la table? Parmi un catalogue qui était des valeurs toutes probables. Pourquoi a-t-elle choisi ça? Et comment? Comment fait-elle ce choix? Un autre mystère, c'est que ces choix, d'après l'équation dont je vous parlais, sont affectés de probabilité. Par exemple, mon stylo est là sur l'ordinateur avec 30% de chance, ailleurs avec 25%, etc. Ce sont des probabilités. Eh bien, que se passe-t-il si on répète la même expérience 100 fois, par exemple? Eh bien, si 100 fois, dans les mêmes conditions, je pose la question « Où est mon stylo ?», je dirais presque par miracle, on découvrira que sur 100 fois, 30 fois, mon stylo était sur l'ordinateur. 25 fois, j'avais dit 25 chances sur 100 qu'il soit sur la table, eh bien 25 expériences sur 100 expériences, il sera sur la table. Et donc, si on répète les expériences, on en fait un grand nombre, miraculeusement, les probabilités qui étaient prévues par l'équation de Schrödinger se réalisent. J'ai un nombre de réponses du type A, un nombre de réponses du type D, un nombre de réponses qui reflètent fidèlement les probabilités. Comment la nature fait-elle pour disposer de probabilités et faire en sorte que toutes les mesures comme ceci finissent par donner la probabilité qui était prévue par l'équation de Schrödinger? Voilà, ça c'est extrêmement difficile à saisir intuitivement. Autre question, mais on peut les poser à l'infini. Autre question, tant qu'on ne fait pas la mesure, tant qu'on laisse le système dans sa forme quantique, mettons, pendant une journée entière, eh bien, il y aura ce catalogue de valeurs qui d'ailleurs évolue, avec l'équation de Schrödinger, il évolue, mais il y a toujours un catalogue possible de valeurs, pas une valeur. Que se passe-t-il pendant ce temps-là? Et pourquoi la nature attend-elle le moment où on pratique l'expérience? Pourquoi attend-elle ce moment-là pour choisir dans les valeurs? Eh bien ça, on verra la réponse tout à l'heure. C'est parce que, je vous le disais, quand on pratique la mesure avec un appareil qui est dans notre monde, vous voyez l'appareil qui est là sur le côté gauche, c'est un appareil qui est dans notre monde. Et moi, je veux mesurer quelque chose, donc je veux voir où me mène l'aiguille de l'appareil. Eh bien, dès qu'on applique un appareil comme ceci qui est dans notre monde et on l'applique à un système quantique, le système quantique donne une valeur, choisit une valeur, mais en même temps il s'effondre. Donc il n'existe plus d'autres états superposés. Bon, on va en reparler vers la fin. Je dirais quand même, je l'ai déjà dit, que ces probabilités sont extrêmement précises. Et curieusement, la mécanique quantique est aujourd'hui la théorie de toutes les théories physiques, la théorie la plus précise qui ait jamais été faite. L'exemple caricatural de cela, c'est qu'un jour on a calculé par la mécanique quantique une caractéristique des électrons qui s'appelle le moment magnétique. Bon, c'est comme si vous parlez du magnétisme d'un aimant, vous pourriez dire quel est le degré d'aimantation de cet aimant. Eh bien, les électrons ont une caractéristique comme ceci qui s'appelle le moment magnétique. On a calculé le moment magnétique
par la théorie. Et ensuite, on s'est dit maintenant on va le vérifier par l'expérience. On a donc conçu des expériences extrêmement précises et on a redécouvert la valeur théorique à 12 décimales près. 12 décimales. Voilà ce qu'est la précision de cette théorie. C'est donc la théorie la plus précise qui ait jamais été faite, plus précise encore que la relativité générale, qui elle-même est déjà très précise. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très paradoxal, parce que d'un côté, je vous dis, ah, avec la mécanique quantique, on ne peut vous donner que plusieurs possibilités dans un catalogue, et puis ces catalogues, ils sont affectés de probabilités. Donc vous avez quelque chose qui paraît complètement flou, qui ne vous donne rien de certain, et c'est d'ailleurs ce qui gênait Einstein. Et d'un autre côté, je vous dis, cette théorie permet de prédire une valeur de l'électron à 12 décimales près. Voilà, vous voyez tout le paradoxe qui existe lorsqu'on essaye de comprendre le monde d'Alice avec nos yeux du monde classique, et notre cerveau surtout. Venons maintenant au caractère probabiliste de la mécanique quantique. C'était déjà clair dans mes propos, nous jouons avec des probabilités. Et Einstein n'a jamais accepté cela. Einstein disait, si une théorie vous donne des probabilités, et même des probabilités très justes, bravo, très bien, si elle vous donne des probabilités, c'est que c'est une théorie qui est incomplète. Une vraie théorie, elle doit vous donner des valeurs exactes. Voilà ce que disait Einstein. Donc si elle vous donne des probabilités, c'est qu'elle est incomplète. Il faut continuer à travailler. Je ne dis pas que ce que vous avez fait est faux. C'est juste, mais c'est incomplet. Il faut avancer plus loin et on trouvera un jour une vraie théorie quantique qui vous dit exactement quelle est l'énergie d'un électron et qui ne vous dit pas ça peut être tant, avec des probabilités. Niels Bohr, qui était son opposant, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en toute amitié, parce qu'ils s'estimaient beaucoup tous les deux. Et donc Niels Bohr, qui s'opposait toujours à Einstein sur ce point, a été à l'origine de débats infinis entre les deux hommes. Einstein résumait ceci par une phrase qui était « Dieu ne joue pas aux dés ». Pourquoi cite-t-il Dieu? Einstein était croyant. Bon, il avait une croyance en Dieu un peu particulière, qui est plutôt le Dieu de Spinoza, qui est un Dieu non interventionniste, qui est un Dieu immanent. Pour lui, les lois de la nature qu'il s'évertuait à découvrir avaient été inventées par Dieu. Et son métier de physicien, c'était de les découvrir. C'est pour ça qu'il fait référence à Dieu. Et il considère que si Dieu a conçu des règles physiques, ce ne sont pas des règles à base de probabilité, ce sont de vraies règles qui donnent de vraies valeurs. Il disait donc Dieu ne joue pas au dé. Ce à quoi, dans un débat public, Niels Bohr lui répond un jour « Qui êtes-vous, monsieur Einstein, pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire ?» Et là, poussé dans ses derniers retranchements, Einstein finissait par dire « Si cela est vrai, je préfère être cordonnier ou même employé dans une maison de jeu que physicien. » Voilà où allait le débat. Bon, maintenant, ce débat, je dirais pas qu'il est totalement clos parce qu'il y a encore beaucoup d'études sur le sujet et de questions. Mais enfin, maintenant, on a d'amples preuves démontrant que la réalité dans le monde d'Alice, au Pays des Merveilles, dans ce monde-là, la réalité est probabiliste. Elle ne s'exprime pas dans des certitudes, elle s'exprime dans des probabilités. Que cela nous plaise ou non. C'est comme ça. Maintenant, une dernière propriété dont je vais vous parler qui va vous permettre de comprendre un peu ce qu'est l'ordinateur quantique. Vous avez entendu parler de l'ordinateur quantique, certainement, qui fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui. Quel est-il? Une particule, dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, elle n'a pas un état, elle a un catalogue d'états. Elle n'a pas une énergie, par exemple, elle peut avoir une énergie de temps, elle a un catalogue d'états. Une deuxième particule maintenant. Pareil, si on est dans le monde quantique, elle a plusieurs états. Que se passe-t-il si ces deux particules se rencontrent? Eh bien, au moment où elles se rencontrent, ça redéfinit leurs états et elles se retrouvent avec toujours un nouveau catalogue d'états, si vous voulez.
Mais à partir du moment où elles se sont touchées, où elles ont interagi, elles deviennent complètement liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que, pour être vraiment puriste, on ne peut plus parler de deux particules. Il faut parler d'un ensemble des deux particules. Vous voyez, deux particules séparées se touchent, et là, on n'a plus qu'un seul objet à deux particules. Même si une particule part très loin et se retrouve à Madagascar et une autre particule au Groenland, eh bien, même dans ce cas, les deux particules forment un tout. On dit qu'elles sont intriquées. Sur un plan théorique, je vais vous dire ce que ça veut dire. La première particule a une fonction d'onde, au sens de Schrödinger. La deuxième particule a une fonction d'onde aussi. Vous avez deux fonctions d'onde. Les deux particules se touchent et là, il n'y a plus qu'une fonction d'onde pour les deux particules. C'est donc devenu vraiment un objet qu'il faut prendre pour un tout. On ne peut plus parler d'une des deux particules sans parler de l'autre. Moi, ça me rappelle une métaphore. Quand j'étais au lycée, il y avait deux jumeaux. Et d'abord, on ne pouvait pas les distinguer, c'était des vrais jumeaux, c'était impossible de les distinguer. S'il y en a un qui était fort en maths, eh bien, il faisait les deux épreuves de maths de son frère et de lui, et celui qui était fort en français, il faisait les deux épreuves pour les deux frères. Enfin, et ils étaient, je dirais, un peu indissociables tous les deux, parce que on avait toujours l'impression qu'ils raisonnaient de la même façon, que l'un savait tout ce que savait l'autre, et on avait l'impression que ça faisait un tout. Voilà. Eh bien, c'est un peu cela. Vous avez deux particules bien distinctes au début. Une fois qu'elles se sont touchées, ça fait un tout, et un tout qui devient indissociable, même s'il y a toujours deux particules qui se déplacent. On ne peut pas les décrire indépendamment. Elles sont intriquées. Voilà. Alors, il y a un mot important pour la suite, c'est le mot de cohérence. Quand on a des particules comme ceci qui se sont intriquées entre elles, parce que je vous ai parlé de deux particules, mais ça peut être 3, 4, 5, elles s'intriquent entre elles, elles font un tout. S'il y a 5 particules qui ont interagi, elles forment un tout de 5 particules. Et ce tout, eh bien, on dit qu'il est cohérent. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Si maintenant je me place dans notre monde, des particules qui ne sont pas quantiques, 1, 2, 3, 4, 5 particules, elles suivent leur destin chacune. Les molécules d'air qui sont devant moi quand je parle ici, elles s'entrechoquent. Donc vous avez une molécule qui en rencontre une autre, elle repart, elle est libre dans son trajet, puis paf, elle rencontre une molécule d'air, enfin d'oxygène ou je ne sais quoi, et ça continue, et entre deux chocs, elle est libre. Donc vous pouvez considérer chaque molécule ou chaque objet comme un objet libre qui, certes, a des interactions de temps en temps, mais entre les interactions, il est libre. Ce n'est pas vrai en mécanique quantique. Si vous avez 5 particules intriquées, elles forment un tout, elles sont cohérentes entre elles. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques bizarres du monde des merveilles, on arrive à les utiliser, et à les utiliser pour produire quelque chose. Alors, d'abord, je vous disais que toute la chimie fonctionne comme ça. Rappelons aussi que toute l'électronique repose sur la mécanique quantique, parce que dans les semi-conducteurs, quand on a conçu ce qu'était un transistor ou un semi-conducteur, quand on conçoit ces composants, on est dans le domaine quantique. Donc les raisonnements que l'on a sont des raisonnements quantiques. Eh bien, je le répète, toute l'électronique, le micro qui est devant moi, l'ordinateur qui est devant moi et la liaison satellite peut-être qui conduit tout ça vers vous, tout cela fonctionne grâce à la mécanique quantique et n'existerait pas si M. Heisenberg et M. Schrödinger n'avaient pas trouvé leurs équations. Donc, on fait beaucoup de choses. Mais on arrive maintenant aussi à exploiter les caractéristiques bizarres. Un exemple, c'est l'ordinateur quantique. On s'est dit qu'on pouvait fabriquer un ordinateur avec des particules dans le monde d'Alice. Donc, dans ce monde, on fabriquerait un ordinateur, et si on le fabrique dans le monde d'Alice, vous allez voir que ce n'est pas évident à réaliser, mais on commence à y arriver. Si cet ordinateur fonctionne dans le monde des merveilles, il fonctionne totalement différemment des ordinateurs classiques. Parce que l'ordinateur classique, je vous disais que le transistor était fondé sur la mécanique quantique, mais il y a longtemps qu'on oublie ça quand on fabrique des ordinateurs. On empile des transistors, des milliards de transistors, et ils sont reliés par des fils. Ils sont chacun indépendants, il n'y a pas d'intrication,
et ils attendent. Et s'ils reçoivent un signal, le signal c'est un 0 ou un 1. En informatique, on utilise 1 quand il y a un courant électrique, 0 quand il n'y a rien. Voilà, c'est simple. Eh bien, le transistor va recevoir un courant ou pas de courant, il va interpréter ça comme un 0 ou comme un 1, et il va, selon ce qu'il reçoit à partir de deux fils, il va les combiner, et il va décider, selon la façon dont il est fabriqué, il va décider d'envoyer lui-même un signal ou pas. Mais tous ces transistors, il y en a des milliards, ils sont tous indépendants en fait. Ils ont simplement des fils qui transmettent des signaux, des courants, de l'un vers l'autre. Dans le monde des merveilles, comment ça marche? Eh bien, dans le monde des merveilles, on peut intriquer les transistors dont je vous parle. Alors, ce ne sont pas des transistors, ce sont des particules. On les appelle des qubits. En informatique classique, on parle de bits. Chaque transistor exprime un bit, 0 ou 1. Eh bien, dans le monde d'Alice, on va parler de qubits. Et le qubit, ça peut être des transistors, mais enfin en général, c'est plutôt des particules. C'est une particule, et on va en mettre en série. Et au lieu de les relier par des fils, comme on le ferait dans un ordinateur, on les intrique. Et quand elles sont intriquées, c'est pas du tout la même chose que quand elles sont reliées par des fils. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant, parce qu'on crée un système cohérent dans lequel, s'il y a 5, par exemple, particules, ces 5 particules, elles fonctionnent complètement ensemble comme un seul système, et non comme des composants qui chacun transmettent un 0 ou un 1 aux autres. Et c'est pas du tout la même chose. Ça fonctionne ensemble. Alors ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que ces particules intriquées, elles calculent en même temps. Si on leur demande de faire un calcul, elles vont faire le calcul complètement ensemble, sans se transmettre quoi que ce soit. Elles ne transmettent rien de l'une à l'autre. Elles forment un bloc qui est unique. Et c'est difficile à comprendre, mais il n'y a pas de transmission entre elles. Elles sont naturellement intriquées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme une seule chose. Alors, ce qui est intéressant, si je reviens sur la superposition, je vous disais qu'une particule, elle n'a pas une valeur, une position, une vitesse, une énergie. Elle en a plusieurs, elle a un catalogue. Et donc, les 5 particules que j'ai intriquées dans un ordinateur quantique, elles peuvent chacune fonctionner sur une palette, un catalogue de valeurs. Et vous voyez tout de suite apparaître la qualité essentielle de l'ordinateur quantique, c'est qu'en fait, il mène plusieurs calculs à la fois. Il peut mener des milliers de calculs en même temps, parce qu'il y a toutes ces valeurs superposées qui se combinent et que les particules sont intriquées, donc elles fonctionnent comme un tout. Et puis, pour achever de vous convaincre sur la potentialité de ces ordinateurs, un petit détail. Le bit classique, je vous disais que c'était 0 ou 1. Mais le bit quantique, c'est pas 0 ou 1. Ça peut être 0, 0,3, 0,472, etc. Donc, toutes les valeurs de 0 à 1 peuvent circuler entre les qubits. Et combien y en a-t-il? Une infinité. Il y a une infinité de valeurs entre 0 et 1. Donc vous voyez que, de plus, les valeurs qui font l'objet de calcul peuvent prendre toutes les valeurs et non se limiter à 0 et 1. Voilà. Alors, on se doute qu'avec ça, on peut faire des calculs qu'un ordinateur classique ne pourra jamais réaliser. En particulier, l'application la plus prometteuse, c'est justement de calculer les molécules, la forme des molécules. Je vous ai montré tout à l'heure la molécule d'éthylène. Je vous ai montré les lobes, je vous ai montré un diagramme. Il faut dire que avec la mécanique quantique, quand on fait ça à la main, avec les équations de Schrödinger, on ne peut pas aller au-delà de quelques atomes. Autrement dit, seules de toutes petites molécules peuvent être décrites. Mais dès qu'on arrive à une dizaine d'atomes, ça devient impossible. Les calculs sont impossibles, même si on est aidé par les plus grands ordinateurs de la planète, ordinateurs classiques. L'ordinateur classique n'est pas assez puissant pour permettre le calcul des positions des électrons dans une molécule de, disons, 10 atomes.
Alors, le potentiel de l'ordinateur quantique, lui, est énorme parce que comme l'ordinateur quantique, lui, travaille de façon quantique, c'est beaucoup plus facile d'inventer un logiciel qui va nous donner le résultat quantique. On peut dire qu'il est en quelque sorte un simulateur. Et donc on peut avoir là des calculs que jamais un ordinateur classique fera. On appelle ça la suprématie quantique, c'est-à-dire le moment où on trouvera des calculs impossibles à faire, même avec le plus gros ordinateur classique du monde, et qui par contre peuvent être faits en quelques minutes par un ordinateur quantique. On appelle ça la suprématie quantique et vous voyez de temps en temps des articles disant « ça y est, on est arrivé à la suprématie quantique, un calcul a été fait par IBM, etc. » En fait, aujourd'hui, la suprématie quantique n'est pas atteinte. Elle le sera, certainement, en tout cas sur certaines classes de problèmes. Pourquoi? Eh bien, on progresse assez lentement parce qu'il y a des obstacles majeurs. Et je vais en citer deux. Le premier, vous allez le comprendre un peu plus loin, mais j'ai déjà donné une idée là-dessus. Je vous disais que quand une particule touche un instrument de mesure, c'est-à-dire quand vous voulez faire une mesure, les propriétés quantiques s'effondrent. Eh bien, c'est la même chose si votre ordinateur quantique, là, disons les 5 particules que j'avais intriquées, eh bien, c'est la même chose si ces particules sont polluées, si vous voulez, soit par des molécules de l'air, soit par des photons de la lumière du laboratoire. Eh bien, dès qu'il y a 2 ou 3 de ces particules qui interfèrent, tout s'effondre, le calcul s'arrête, l'ordinateur cesse d'être quantique, et on passe du monde d'Alice au pays des merveilles au monde qui est le nôtre. Et l'ordinateur quantique dans notre monde, il ne sert plus à rien. Alors, il faut donc empêcher cela. C'est ce qu'on pourrait appeler une pollution, et on va en reparler plus loin. Le problème, c'est que quand on travaille dans un laboratoire, il y a de l'air tout autour de nous, des milliards de molécules d'air. Il y a des milliards de photons, et tout ceci, si ça se met à interférer avec les particules intriquées de l'ordinateur quantique, tout s'effondre tout de suite. Voilà. Et le résultat, c'est que maintenant, on arrive en isolant bien ces composants, on arrive à les faire fonctionner, mais un temps assez court, disons quelques minutes, quoi. Quand on a réussi à faire tourner 3 minutes un ordinateur quantique, c'est vraiment un exploit. Ça, c'est donc le premier problème vraiment concret, c'est d'isoler les ordinateurs quantiques. Le deuxième problème, c'est la correction d'erreurs. Et là, c'est quelque chose qui est difficile à franchir. Je m'explique. Dans tous les ordinateurs, c'est vrai aussi de votre smartphone, partout où vous avez des processeurs, il y a des erreurs. Parce que, en général, les erreurs, elles viennent de la chaleur. Un ordinateur, ça chauffe, les particules chauffent, et la chaleur, ce sont des photons. Ça émet des photons en permanence, et ces photons, eh bien, ils finissent par créer des erreurs. Pour être concret, si vous pouviez ouvrir votre smartphone et regarder au niveau microscopique ce qui se passe, vous verrez que les fils sont traversés par un courant, et là ça veut dire un 1, ou bien 0 courant, et là ça veut dire un 0. Voilà, 0 ou 1, c'est un bit selon qu'il y a du courant ou pas de courant. Mais comme il y a de la chaleur, il y a de l'agitation thermique, il y a une certaine forme de pollution, c'est jamais tout à fait un 0 ou un 1, c'est-à-dire que quand il ne devrait pas y avoir de courant, il y en a quand même un petit peu. Et quand on a un 1 qui devrait être à 15 volts, il est peut-être à 14 ou à 13. Voilà. Vous voyez. Donc ça crée des erreurs dans les calculs. Et comment empêche-t-on ces erreurs? Par des circuits de correction d'erreurs. Alors je vais vous en donner un exemple extrêmement simple. Votre ordinateur calcule une addition, votre chiffre d'affaires de la journée. Voilà. Ce calcul, il se passe en différentes étapes. Première étape, mettre toutes les valeurs dans un registre. Deuxième étape, prélever 10 de ces valeurs, les envoyer dans un circuit, faire la somme, et puis mettre ça dans un autre registre. Il y a des étapes comme ça. Et entre ces étapes, on stoppe le calcul, et on fait un deuxième calcul qui est redondant, et qui sert à vérifier.
Et là, si on a sommé 10 valeurs et on a trouvé 4003, et que l'autre calcul donne aussi 4003, bravo, on repart à l'étape suivante. Ainsi, à chaque étape, soit on s'arrête parce qu'il y a eu une erreur et on revient en arrière, soit on valide l'étape et on passe à la suivante. Bon, ça paraît fastidieux, mais enfin, dans un ordinateur, ça se passe à des vitesses qui sont de l'ordre du milliardième de seconde, donc vous n'avez pas eu vraiment de problème avec cela. Mais sachez qu'un ordinateur, ou même votre smartphone, ne fonctionne pas s'il n'y a pas partout des corrections d'erreurs. Ça ne marche pas au pays des merveilles. Alors ça, ce serait plutôt le pays des horreurs pour les physiciens qui travaillent sur ces ordinateurs quantiques. Il est impossible de faire une correction d'erreur. Impossible. Pas impossible parce que les ordinateurs sont imprécis ou parce qu'on ne sait pas bien les fabriquer. Non, non, non. Impossible théoriquement. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais franchir cet obstacle. Et je vous explique pourquoi. Ça rejoint le problème de la mesure dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous disais qu'une mesure, lorsqu'on mesure une particule, on obtient une valeur. On est content, mais on a effondré le système des superpositions et le système d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, avec notre mesure, on est sorti du monde d'Alice au Pays des Merveilles et on est entré dans notre monde. Eh bien, pour faire une correction d'erreur dans un circuit d'ordinateur quantique, à un moment donné, il faut arrêter le calcul, regarder que vaut une valeur et comparer avec un autre circuit. Si vous arrêtez pour regarder, vous faites une mesure, c'est l'équivalent d'une mesure. Et donc, vous allez avoir un résultat. Mais tout le reste s'effondre. Tout le calcul qui était en train de se faire dans cet ensemble intriqué, tout ça s'effondre. Alors vous avez la valeur que vous vouliez mesurer, mais vous n'avez rien d'autre. Voilà. Donc ça s'arrête. C'est donc pourquoi la correction d'erreur est intrinsèquement impossible dans un système quantique. Bon, quand je dis impossible, tel qu'on la conçoit dans nos ordinateurs, mais aujourd'hui les chercheurs cherchent d'autres méthodes de garantir l'absence d'erreur. Donc ils ont d'autres approches par les logiciels pour réduire les erreurs. Mais concrètement aujourd'hui, c'est un problème grave pour la mécanique quantique, c'est-à-dire que quand on commence à empiler des qubits, ces particules, en un certain nombre, on a tellement d'erreurs qu'à un stade, ça ne marche pas. Combien de particules arrive-t-on à imbriquer comme ça? Quelques centaines aujourd'hui. Dans les meilleures expériences, on arrive à intriquer quelques centaines de qubits. Mais vous pouvez en imbriquer 3000 si vous voulez. Si ça vous donne des calculs qui s'interrompent tout de suite au bout d'une seconde, à quoi ça sert? Donc, on est toujours en train de lutter vers cela, vers une optimisation. C'est arriver à mettre plus de qubits dans un ordinateur pour pouvoir faire des calculs plus puissants, mais en même temps arriver à garantir que ni la pollution ni la correction d'erreur va venir à un moment effondrer votre calcul. C'est tout le problème de la mécanique quantique appliquée à l'ordinateur aujourd'hui, et c'est pourquoi l'avancement est somme toute assez lent. Alors maintenant, je vais résumer un peu tout ça dans cette fameuse expérience du chat de Schrödinger, qui est l'histoire d'un chat mort-vivant. Dans les films, il y a des morts vivants, mais aussi dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Dans notre monde, un chat est mort ou il est vivant, mais pas les deux à la fois. Dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, théoriquement, il pourrait être mort-vivant à la fois. État superposé, état mort, état vivant, les deux sont superposés. Et si on fait une mesure, c'est-à-dire qu'on regarde le chat ou qu'on le photographie, à ce moment-là, eh bien, un état sera choisi entre les deux. Voilà l'idée de cette expérience, qui est une expérience de pensée. Ce n'est pas réalisable. Et d'ailleurs, je vais vous dire à la fin que c'était un pétard mouillé. Mais cette expérience a fait parler beaucoup d'elle, et il y a eu des livres entiers écrits dessus. C'est Schrödinger qui a inventé cette expérience pour montrer le côté étonnant du monde des merveilles. Alors voilà ce qu'il dit. En fait, l'idée du chat de Schrödinger, c'est de créer un objet qui combine
le monde des merveilles et le nôtre. Alors, ici, vous avez une boîte. C'est une boîte qu'on va fermer à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on a mis dans cette boîte? Cette boîte, elle est dans notre monde, bien sûr. Elle est macroscopique, elle est faite de milliards et de milliards de particules. On va mettre un chat qui est lui-même macroscopique. Et puis, on va mettre une fiole de poison. Cette fiole de poison, si elle est cassée, le chat meurt. Si elle reste fermée, le chat est vivant. Et cette fiole est aussi un objet macroscopique. Autre objet macroscopique, il y a un marteau qui va tomber ou ne pas tomber sur la fiole et la casser. Et qu'est-ce qui commande ce marteau? C'est une petite boîte où il y a une particule. Alors là on est dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Une particule radioactive. On ne sait jamais quand un atome de plutonium ou d'uranium, on ne sait jamais quand il va se désintégrer. Mais on a des probabilités, donc on sait que ça va peut-être se produire dans 1 minute ou peut-être dans 1 heure, on sait qu'il est très peu probable que ça se produise dans 2 heures, donc on a des probabilités. Alors l'idée de Schrödinger, c'est qu'on place dans cette boîte une particule et un dispositif qui mesure si elle s'est désintégrée ou pas. Et c'est ce dispositif qui est dans la petite boîte qui commande le marteau. Donc, elle se désintègre. Clic, c'est détecté, clac, ça fait tomber le marteau, le poison est libéré, le chat est mort. Au contraire, si elle ne se désintègre pas, il ne se passe rien, le chat reste vivant. Alors pourquoi inventer tout ce système? C'est parce que Schrödinger emploie un raisonnement dont vous allez voir qu'il est faux finalement. On a mis quand même 60 ou 70 ans à s'apercevoir qu'il était faux. Le raisonnement était de dire la particule qui se trouve là-dedans, qui appartient au monde de pays des merveilles, dans ce monde, elle a 2 états en parallèle qui sont un catalogue de 2 états désintégrés, non désintégrés. Elle peut être dans les 2 états de façon parallèle, ensemble. Donc, la particule, elle a 2 états, elle est à la fois désintégrée ou intégrée, et tant qu'on ne la mesure pas, elle a ces 2 états. Et donc, elle est à la fois intégrée et désintégrée. Et vous ne pouvez pas distinguer entre les deux. Elle est les deux à la fois. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Raisonnement de Schrödinger. Si la particule est à la fois désintégrée et intégrée, quid du marteau? Le marteau, ça veut dire aussi qu'il est dans un état superposé. Marteau en l'air, marteau en bas. Marteau en l'air, dans ce cas-là, le chat ne meurt pas. Et marteau en bas, le chat meurt. Et le chat lui-même, de la même façon, il est dans un état double, c'est-à-dire qu'il est à la fois mort et vivant. Et c'est ça le paradoxe de Schrödinger, c'est le fait que le chat puisse, si on garde la boîte fermée par exemple pendant 1 heure, puisse pendant 1 heure être à la fois mort et vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un chat qui est à la fois mort et vivant? Ça n'a pas de sens. C'était ça le paradoxe. Eh bien, cette expérience ne peut pas avoir lieu et le chat ne peut pas être mort ou vivant. Pourquoi? Eh bien, comment mène-t-on l'expérience? On ferme la boîte et il y a donc ce double état intégré-désintégré de la particule et chat mort ou vivant. On ferme la boîte et si on garde la boîte fermée pendant 1 heure, le chat est vivant et mort à la fois. Si on ouvre la porte, là, on fait une mesure. Puisqu'on ouvre la porte, on regarde, donc c'est une mesure. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait la mesure, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'effondrement quantique, c'est-à-dire qu'on cesse d'être dans le monde d'Alice, et à ce moment-là, le chat va tomber mort ou il va être vivant, il y a un choix qui va se faire. Ce qui est paradoxal dans l'expérience, c'est que le choix ne se fait qu'au moment où on ouvre la porte. Tout le reste du temps, pendant 1 heure, le chat était dans un état superposé mort-vivant. C'est faux. Alors c'est faux pourquoi? C'est faux parce que la particule qui est là-dedans, dans cette petite boîte, cette particule, si elle était totalement isolée dans un laboratoire, isolée de tout, elle pourrait être dans l'état quantique intégrée-désintégrée. Ça, oui, ça c'est prouvé, mais 1000 fois on a prouvé cela.
1 million de fois. Donc c'est là où on est dans le terrain inconnu, c'est la mécanique quantique. La particule peut être dans les deux états ensemble. Mais dans ce dispositif, la petite boîte, dans la petite boîte, on met un système de mesure pour savoir si elle est intégrée ou désintégrée. Et ce système de mesure, eh bien, il effectue une mesure. Et on a vu tout à l'heure que quand une mesure est effectuée, pour savoir si c'est désintégré ou pas, la mesure effondrait complètement les possibilités quantiques. Ça veut dire que la particule qui était possiblement dans le monde d'Alice au pays des merveilles ne peut plus être dans ce monde, dans cette boîte. Elle est dans le monde classique. Ça veut dire qu'elle sera intègre pendant un certain temps, à un moment elle se désintégrera, à ce moment-là ça tuera le chat, mais il n'y a aucun état superposé, intégré, désintégré, et encore moins le marteau ne peut pas se trouver dans un état en l'air ou en bas superposé, et encore moins le chat ne peut se trouver dans un état mort-vivant. Donc tout ça est impossible, et nous allons voir pourquoi, ça porte un nom, c'est la décohérence. Et c'est ce qui va me permettre d'attaquer maintenant le thème qui était le titre de la conférence, c'est comment on passe du monde d'Alice au pays des merveilles au nôtre. Eh bien, c'est par un phénomène qui s'appelle la décohérence. Ça veut dire que la cohérence quantique, avec ses niveaux superposés, elle se perd, sauf si des conditions très restrictives sont vérifiées. Elle se perd et on bascule dans notre monde. Voilà. Les états cohérents qu'on observe en laboratoire, c'est-à-dire les états superposés, les intrications, ces caractéristiques un petit peu bizarres que je vous ai présentées, on les observe en laboratoire pour une particule, pour 2 particules qu'on peut intriquer, 3 particules, 4, mais à un certain stade qui vient assez vite, c'est-à-dire de l'ordre d'une dizaine de particules, ça ne marche plus. L'état cohérent, l'état quantique, ne peut plus se maintenir. Et c'est un peu ce qui se passait avec la mesure. Et quand vous faites une mesure avec l'appareil de mesure, vous êtes obligé d'observer la particule avec un objet macroscopique. Et je vous avais dit, la seule présence de cet objet macroscopique pour regarder la particule effondre les qualités quantiques. Et on passe dans notre monde. Eh bien là, on a démontré cela. On l'a démontré par les mathématiques, par les équations de la mécanique quantique. Donc tout cela fait l'objet de théories très pointues et très prouvées aujourd'hui. Dès qu'il y a un certain nombre de particules, ça ne marche plus. Et c'est le problème qui se passe dans les ordinateurs quantiques, c'est que dès qu'il y a des photons qui se promènent ou des molécules d'air, ça effondre votre système quantique et il devient classique, quoi. On passe dans notre monde. Comment on pourrait qualifier cela? Moi, je dirais que c'est un peu comme une dilution, c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3 particules qui ont des comportements quantiques, mais si vous en mettez trop, entre elles, elles perdent leur cohérence et elles s'individualisent. C'est un peu comme un phénomène de dilution, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus observer ces comportements dans des particules dès qu'il y en a trop. Alors concrètement, comment cela se traduit? Quelles sont les conséquences pratiques? La première, c'est que cette décohérence, elle ne se produit pas à l'intérieur d'une molécule. Parce qu'à l'intérieur d'une molécule, les électrons sont protégés, ils sont dans une enceinte finalement. Et donc la molécule, elle fonctionne toujours de façon quantique. C'est pour ça que la mécanique quantique est une théorie extrêmement puissante pour les chimistes, pour prévoir la chimie. La molécule, elle, oui, elle est dans le monde d'Alice au pays des merveilles, à l'intérieur. Et donc on peut effectuer des calculs, des simulations, on peut prévoir ce que donnera une réaction entre telle et telle molécule. Donc là, on est vraiment dans le domaine d'Alice au pays des merveilles, dans les molécules. C'est la même chose dans les cristaux des semi-conducteurs. Là, à l'intérieur d'un cristal, vous avez des états cohérents qui se produisent entre les électrons. Et on a pu calculer statistiquement comment se comporte un cristal. C'est comme ça qu'on a inventé les semi-conducteurs, c'est comme ça qu'on a inventé les transistors, c'est comme ça qu'on a inventé les ordinateurs, les microprocesseurs. Tout ceci vient de là. Et donc là,
la mécanique quantique fonctionne tous les jours, si vous voulez. En laboratoire, on observe, je vous le disais, les qualités quantiques sur des petites quantités d'électrons ou de particules. Je vous parlais de moins d'une dizaine. Mais à quel prix? Pour observer ces particules, il faut absolument isoler les systèmes complètement, puisque je vous disais, la moindre molécule d'air ou le moindre photon de lumière de la pièce suffit à briser les aspects quantiques. Donc on ne peut pas aller très loin, et c'est tout le problème des ordinateurs quantiques. Alors il y a quand même des exemples où on a réussi à mettre en état quantique des ensembles dits macroscopiques, c'est-à-dire des objets assez gros. Alors pour y arriver, c'est très compliqué, parce qu'il faut d'abord complètement les isoler, comme je le disais, mais aussi il faut éviter l'agitation thermique, il ne faut pas qu'il y ait de chaleur. Et pour cela, il faut abaisser la température de ces dispositifs à des températures proches du zéro absolu. Je vous rappelle ce qu'est le zéro absolu, moins 273 degrés. C'est la température la plus basse qui existe. C'est la température où tout se fige, où tout devient froid, mort. Eh bien, pour faire fonctionner de façon cohérente, c'est-à-dire quantique, des objets assez gros, il faut les descendre très près du zéro absolu. Par exemple, au lieu d'être à moins 273, on se situe à moins 272,5. Vous voyez, on affleure vraiment le zéro absolu. Alors vous imaginez toute la machinerie cryogénique qu'il faut pour abaisser tout cela à des températures très basses. C'est une véritable usine à gaz. Voilà pourquoi il est difficile de faire des ordinateurs quantiques. Vous avez un exemple ici d'ordinateur quantique. Vous voyez cette petite pastille carrée au milieu, c'est une sorte de microprocesseur quantique cohérent dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Seulement pour le faire fonctionner, là on l'a mis sur une platine métallique avec des fils pour pouvoir envoyer des signaux et donner des chiffres, si vous voulez, de calcul. Mais vous voyez que cette pastille et le dispositif autour sont dans une cavité en cuivre, vous voyez, qui est circulaire, cylindrique. Eh bien, il faut fermer cette cavité, il faut faire un vide quasi absolu, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de molécules d'air qui se promènent là-dedans. Il faut que ça soit complètement étanche à la lumière aussi, qu'il n'y ait plus un seul photon. Et puis, il y a les photons de la chaleur. Alors, cette cavité, il faut la descendre près du zéro absolu. Et quand on a fait ça, on n'est même pas sûr du résultat, parce que vous ne pouvez pas faire un vide absolu, parce que vous ne pouvez pas arriver au zéro absolu. On est toujours dans une situation où on est exposé à ce qu'une molécule d'air ou un photon vienne briser le calcul. Voilà le problème des ordinateurs quantiques. Il faut énormément de protection, et quand on démarre un calcul, on ne sait jamais s'il ne va pas s'interrompre au bout d'une demi-seconde, parce qu'il y avait une molécule d'air. Maintenant, j'en arrive à ce thème qui était comment passe-t-on du monde d'Alice au pays des merveilles à notre monde? Eh bien, le passage entre les deux, c'est une transition de phase. Alors là, je m'en réfère à une conférence que j'avais faite spécialement sur les transitions de phase. Qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase? C'est lorsqu'un objet, un système physique, change complètement de configuration et dans un temps très bref. Et l'exemple classique, c'est l'eau qui bout. Vous avez ici une bouilloire et vous avez de l'eau qui va se transformer en vapeur. En vapeur invisible. La vapeur est invisible. Quand je parle là, maintenant, j'émets plein de vapeur, vous ne la voyez pas. Et donc, vous allez voir que le passage d'Alice au pays des merveilles jusqu'à notre monde classique, il est tout à fait conforme à une transition de phase. Et pour cela, je reprends les 5 caractéristiques des transitions de phase que je vous avais déjà données, et vous allez voir qu'elles sont vraies lorsqu'on passe du monde des merveilles au nôtre. D'abord, le changement est profond. Oui, le changement est profond pour l'eau. Par exemple, l'eau, c'est un liquide, et la vapeur d'eau, c'est un gaz invisible. Donc il y a bien
un changement de conformation important, puisque vous ne voyez même plus la vapeur. Eh bien, pour passer du monde d'Alice au pays des merveilles au nôtre, c'est pareil. Vous m'accorderez que le changement est important. Passer d'un monde où on a des états superposés, des chats qui sont à la fois morts et vivants et des probabilités pour qu'ils soient morts et vivants, à un monde où tout est clair, où on sait si le chat est toujours vivant, il suffit d'un stéthoscope et on sait qu'il est vivant ou qu'il est mort, c'est un changement fondamental. Deuxièmement, la transition de phase se fait lors du franchissement d'un seuil. Dans le cas de l'eau bouillante, vous le savez, le seuil c'est 100 degrés. Dans la mécanique quantique, c'est pareil. Je vous disais qu'on peut intriquer 5 particules, mais que si on cherche à en intriquer plus, à un moment donné, ça va décohérer, tout va s'effondrer, et on quitte le monde d'Alice au pays des merveilles. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un seuil qu'on appelle le seuil de décohérence. C'est le moment où il y a trop de particules. Alors, je ne peux pas vous dire exactement un nombre, parce que tout dépend des conditions dans lesquelles se trouve l'expérience. Mais on appelle ça le seuil de décohérence. Quand on a franchi le seuil de décohérence, tout ce qui est quantique a disparu et on est dans le monde usuel. Troisième caractéristique, la transformation affecte tout le milieu, tout. Oui, regardez cette bouilloire, vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez un peu partout des bulles. Ça veut dire que l'ébullition, elle se fait partout. On aurait pu imaginer qu'elle se fasse qu'à la surface ou qu'elle se fasse à un endroit au milieu. Non, c'est l'ensemble de l'eau, et ça vous l'avez tous observé dans une casserole, c'est l'ensemble de l'eau qui se met à bouillir dès qu'on est à 100 degrés. Eh bien, la décohérence, c'est la même chose. Si quelque part la décohérence se déclenche, c'est tout le milieu qui s'organise autrement. Si une molécule d'air dans un ordinateur quantique touche une des particules, comme elles sont intriquées, je ne devrais pas dire touche une particule, je devrais dire touche le système intriqué. Eh bien, dès que la molécule d'air l'a touché, pouf, tout disparaît et on se retrouve avec un ordinateur quantique qui n'est plus quantique et qui ne sert plus à rien. Donc la décohérence se propage instantanément. Autre caractéristique, la conversion est rapide. Dans le cas de l'eau, ça prend quand même quelques minutes, mais vous pouvez imaginer de l'eau qui est là depuis 3 jours, et puis en 3 minutes, elle a bouilli, elle s'est évaporée, donc c'est relativement court. Mais dans le cas de la décohérence, là, on est dans des unités de temps beaucoup plus faibles, parce qu'on est dans les particules. Là, c'est quasiment instantané. La décohérence, c'est un phénomène instantané. Et finalement, un mot qui est important sur les transitions de phase, c'est que ce sont des phénomènes collectifs. Nous avions vu que si les molécules d'eau changent d'état, ça n'est pas un changement des molécules. Une molécule d'eau dans l'eau liquide, la même molécule d'eau dans le gaz, c'est toujours la même molécule. Donc si on veut expliquer la transition de phase, c'est pas la peine de s'intéresser aux molécules elles-mêmes, elles sont les mêmes, elles n'ont pas changé. Il faut s'intéresser aux liens entre les molécules. Comment s'organisent-elles entre elles? Quels sont les liens? Dans l'eau, les molécules sont collées. Mais elles sont collées d'une façon souple, c'est-à-dire qu'elles glissent les unes sur les autres. Imaginez un panier plein de billes de métal que vous pouvez brasser. Les billes glissent l'une sur l'autre tout en restant collées l'une à l'autre. À l'inverse, lorsque l'eau s'est évaporée, je vous le disais tout à l'heure, dans l'air, chaque molécule d'eau est libre. Elle est libre, elle subit des chocs avec d'autres molécules ou avec des molécules de l'air, mais elle est libre, voilà. Elle est plus collée aux autres. Donc ce sont les relations entre les molécules d'eau qui font l'état liquide ou l'état gazeux. Eh bien là aussi, dans le cas de la cohérence, ce sont les relations entre les molécules qui expliquent la décohérence. Avant la décohérence, dans le monde d'Alice au pays des merveilles, elles ont un certain type de relation entre elles qui est quantique. Et lorsqu'il y a décohérence, on passe dans le monde classique, ces propriétés de relation cessent. Et ce sont d'autres relations qui sont classiques pour nous. Une particule, elle peut se déplacer, elle peut cogner une autre particule, elle peut être canalisée dans un champ magnétique. On a tout un comportement classique qu'on connaît bien en physique, mais en tout cas le comportement quantique, lui, n'existe plus.
Les particules sont les mêmes, mais dans un cas, elles ont un certain type de relation entre elles, au pays d'Alice, et dans l'autre cas, elles ont un autre mode d'interaction. C'est donc un phénomène collectif. Et si c'est un phénomène collectif comme ceci, j'emploie un mot que j'ai souvent employé devant vous, qui est le mot d'émergence. Ça veut dire que depuis le monde des merveilles, par la transition de phase de la décohérence, émerge le monde habituel. Autrement dit, nous avons dans notre monde des caractéristiques que nous connaissons bien, tout ce que nous observons, qui n'existent pas dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, mais qui émergent, c'est-à-dire qui se créent lorsqu'on passe la transition de phase et qu'on sort du monde d'Alice. Il y a donc émergence, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés nouvelles qui apparaissent. Et ces propriétés nouvelles, Dieu merci, ce sont les propriétés que nous connaissons bien. Et c'est notre monde. Alors je vais revenir sur ces propriétés. Simplement, je dirais à ce stade qu'il faut admettre ce que disait Niels Bohr, c'est qu'il y a bien deux mondes. Il y a le monde du microscopique avec ses comportements quantiques, il y a notre monde, et il faut apprendre à vivre avec les deux. Dans votre vie quotidienne, vous n'êtes pas dans le quantique, encore que vous utilisez la mécanique quantique dans votre ordinateur, sans le savoir. Mais bon, vous n'êtes pas dans des objets quantiques. Au contraire, le physicien qui, lui, invente des appareils ou des ordinateurs quantiques, lui entre dans le domaine d'Alice au Pays des Merveilles, et là, il découvre des choses qui sont très différentes. Donc notre monde émerge du monde du dessous. Il y a un monde sous-jacent, et notre monde a émergé de cela par une transition de phase. Quelles sont ces caractéristiques? Je vous les avais déjà citées. Il y en a trois. La première caractéristique qui naît avec la décohérence, c'est la séparabilité des objets. C'est quelque chose qui vous paraît une lapalissade. Pour nous, les objets sont séparés. Mon ordinateur est là, ma table est là, mon stylo est là. Tout est séparé. Je peux raisonner, dire je vais prendre le stylo, je vais le poser sur l'ordinateur. Les touches de mon ordinateur sont séparées. Nous sommes donc habitués à un monde où les objets sont bien définis et sont bien distincts. Au contraire, vous l'avez vu, chaque fois qu'on entrait dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, eh bien, on était dans un monde indéfini. Les particules intriquées, on ne peut même plus les définir, elles forment un tout. On ne peut plus les isoler, on ne peut plus raisonner sur l'une indépendamment de l'autre, tout est mélangé. Donc voilà, dans mécanique quantique, il n'y a pas séparabilité des états. Deuxième caractéristique, la localité. Localité, moi je suis dans cette pièce, mon épouse est dans la pièce à côté, mon ordinateur est posé là, je peux donner un emplacement à toute chose. Vous avez vu en mécanique quantique que ce n'est pas le cas, puisque si vous demandez la position d'une particule, la réponse de l'équation de Schrödinger et de la mécanique quantique, c'est « Ah, la particule peut être là avec une certaine probabilité, ou bien elle peut être là », et il y a tout un catalogue. Il n'y a pas donc de localité. À ce titre, je fais un aparté pour vous parler d'un monsieur très sympathique que vous avez vu certainement sur les ondes il y a quelques années, parce qu'il a obtenu le prix Nobel. Il s'appelle Alain Aspect, et à la fac de Jussieu, il a reproduit une expérience qu'avait imaginée Einstein pour contredire la mécanique quantique, et il a reproduit cette expérience, et ça a été une démonstration très brillante du fait que entre Einstein et Bohr qui s'opposaient au sujet de cette expérience-là, c'est Bohr qui avait raison. Je pense qu'Einstein s'est retourné dans sa tombe en 1982 lorsque Alain Aspect a découvert cela. Ce qu'a démontré Alain Aspect, c'est la non-localité en mécanique quantique. Il y avait deux particules qui partaient dans deux directions différentes, qui étaient intriquées, et il a montré que ces particules, il fallait les considérer comme un tout, on ne peut pas les séparer. Donc, séparabilité, localité n'ont pas lieu dans le monde d'Alice. Et une troisième caractéristique, un peu comme la précédente, je vous disais qu'on peut localiser correctement toute chose dans l'espace, bien de la même façon, on localise les choses dans le temps. J'ai démarré ma conférence à telle heure, je sais qu'elle arrive à sa fin maintenant,
j'ai un chronomètre sur mon ordinateur, nous pouvons localiser les choses dans le temps. En mécanique quantique, ça n'est pas vrai, le temps est réversible, on peut aller dans la direction du futur ou dans la direction du passé. Les notions de passé et de futur n'ont pas de sens en mécanique quantique. Donc voilà la troisième caractéristique, lorsque la transition de phase entre le monde d'Alice et le nôtre se fait, eh bien apparaît la notion de temporalité, séparabilité, localité, temporalité. Ce sont des caractéristiques tellement évidentes pour nous qu'il est très difficile de comprendre qu'elles ne le sont pas dans le monde d'Alice. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas dite, c'est que si nous avons tant de difficultés à comprendre le monde d'Alice au Pays des Merveilles, c'est parce que notre cerveau a été fabriqué dans le monde classique, dans le monde macroscopique. Notre cerveau vient du cerveau des singes, qui vient des cerveaux d'autres mammifères, et on peut remonter comme ça jusqu'à la bactérie il y a 4 milliards d'années. La bactérie elle-même fonctionne dans le monde classique, la bactérie n'est pas du tout quantique. Donc 4 milliards d'années d'évolution naturelle, darwinienne, ont mené à l'homme et à son cerveau, et ces 4 milliards d'années ne se sont pas passées dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Il s'est passé dans le monde classique, décohéré, si vous voulez. D'où la difficulté pour notre esprit de comprendre le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Mais parfois je me dis, si dans le monde d'Alice, il y avait des êtres pensants, qui eux sont habitués à des systèmes de valeurs superposées avec des probabilités, eux seraient habitués à ça, eux auraient été construits en fonction de ça, et ces esprits-là, s'ils découvraient que dans les grandes dimensions, il y a notre monde qui est décohéré, eh bien, ils auraient beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y passe. D'ailleurs, ils n'existeraient plus parce qu'eux-mêmes décohéreraient, donc ils n'existeraient plus. Enfin, c'est pour dire qu'il y a vraiment deux mondes et que ça nous plaise ou non, il faut vivre avec les deux. Voilà ce que je voulais vous dire, et comme d'habitude, je termine par une phrase que j'aime bien, et j'ai choisi, bien évidemment, Niels Bohr. Niels Bohr, un jour où il donne un cours de mécanique quantique, explique à tous ses étudiants la superposition avec l'équation de Schrödinger et tout cela, termine son cours et dit « Voilà, c'est terminé. Avez-vous compris ?» Et là, 4 ou 5 élèves enthousiastes lèvent la main « Oui, oui, oui !» Silence. Niels Bohr ne répond pas et il dit « Ah, bon, alors j'ai du mal m'exprimer. » Voilà, je crois que cette phrase, elle résume bien toute la difficulté que nous avons devant ce monde. Et pourtant, j'ai pu faire cette conférence grâce à un ordinateur et une connexion Wi-Fi qui fonctionne grâce à la mécanique quantique. Eh bien, à la prochaine fois. Merci de votre attention. Cette vidéo est tirée de mon livre « L'univers 1000 feuilles ». Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.